Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée au cessez-le-feu à Gaza et les scènes de liesse et de joie pour les Palestiniens. Un grand ouf donc de soulagement pour ces Palestiniens qui, durant 2 ans, ont souffert le martyre. Donc il a fallu 2 ans de souffrance pour que la montagne accouche. Allez, on ne va pas dire d'une souris devant le soulagement de cette population palestinienne complètement anéantie, sans jamais pourtant perdre la foi. On peut dire que le prix de cette paix a été fortement payé au prix du sang et plus de 67 000 martyrs entre femmes, enfants et bébés, sans oublier bien sûr les journalistes et les humanitaires qui ont payé une lourde facture. L'accord est ou sera signé, l'accord de cessez-le-feu. Il est annoncé, les scènes de joie se sont manifestées, mais faut-il se laisser emporter par la joie ou faut-il garder la tête froide devant un ennemi rompu à la traîtrise? À bon entendeur, tout de suite le débat. Pour en parler ce soir, une pléiade d'invités aujourd'hui éminents. Pour commencer, Yefri Benzarga, analyste politique, Kamel Mansari également va nous rejoindre d'un instant à l'autre, directeur de publication du Jeune Indépendant, et bien sûr Emilio Dabed, spécialiste du droit international et des droits de l'homme et qui est également au Canada et qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Alors, pour commencer, Yefri Benzarga, un cessez-le-feu donc est annoncé, un cessez-le-feu qui sera signé d'un moment à l'autre. 72 heures après la signature de ce cessez-le-feu, on pourra alors procéder à l'échange des prisonniers. Un grand soulagement, et on l'a vu du côté palestinien avec les scènes de liesse et de joie, et cela s'entend, et cela s'explique. Mais est-ce qu'il faut vraiment, c'est-à-dire, j'allais dire, est-ce qu'il ne faut pas un peu tempérer? Massa El Khir, merci pour votre invitation. Tout d'abord, il faut saluer cet accord de cessez-le-feu. Et puis surtout, c'est une grande bouffée d'oxygène pour la population de Gaza, puisque nous assistons tout de même à un génocide à Gaza. Et donc, ce cessez-le-feu doit avoir 4 arguments primordiaux. D'abord, l'argument humanitaire, puisque ce sont les civils, en majorité des femmes et des enfants, qui représentent l'écrasante majorité de la population de Gaza qui en sont victimes. Il y a aussi, il faut le rappeler, l'infrastructure humanitaire, c'est-à-dire l'assainissement en eau, le réseau d'électricité, les hôpitaux qui ont été touchés. Et donc, là aussi, c'est une bouffée d'oxygène avec ce cessez-le-feu pour que ces infrastructures puissent redémarrer. Et puis, le cessez-le-feu est le seul moyen immédiat d'acheminer des aides humanitaires pour les Gazaouis. Il y a aussi un argument juridique et moral, puisque le droit international humanitaire, notamment la Convention de Genève, interdit les attaques disproportionnées et surtout l'usage de la famine comme arme de guerre. Et donc, il y a aussi le rétablissement du droit international, puisque à un moment donné, le droit international qui interdit les crimes de guerre, etc., sera réaffirmé grâce à ce cessez-le-feu. Et puis, surtout, je pense que ce cessez-le-feu va permettre aussi d'apaiser les tensions, puisque nous courions droit vers une catastrophe régionale de ce conflit-là. Mais si vous permettez bien, rendant à César ce qui appartient à César, et en l'occurrence, je tiens à saluer la diplomatie algérienne, puisque depuis que l'Algérie siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous parlons du conflit à Gaza et du génocide à Gaza quotidiennement aux Nations Unies. Et donc, c'est aussi grâce à l'Algérie et à la tribune de l'Algérie qui défend la cause des Palestiniens que nous avons parlé tous les jours pratiquement de ce conflit qui a été oublié à un moment donné. Je me pose la question, si l'Algérie n'avait pas été au Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce qu'on aurait autant parlé du génocide qui était en cours à Gaza? Et je pense que c'est aussi en très grande partie grâce à ce plaidoyer de l'Algérie quotidien pour défendre les Gazaouis que nous sommes arrivés aujourd'hui à mettre les lumières et les projecteurs de la communauté internationale sur ce qui se passait réellement à Gaza et donc par conséquent à obliger les puissances mondiales à faire pression sur les Israéliens
pour négocier un accord de paix et un cessez-le-feu. Très bien, Ifri Benzalga, très bien. Ifri Benzalga, alors bien sûr, juste après la signature, 72 heures après, il va y avoir donc, si vous voulez, le processus qui a été convenu, à savoir les échanges de prisonniers. Et c'est vrai que le nom de Marwan Barghouti figure sur la liste, surtout lorsqu'on a vu par exemple dernièrement, il y a de cela 2 mois, la visite de Ben Gvir dans les prisons pour tenter d'humilier Marwan Barghouti. Et c'est une image qui a fait un petit peu le tour de la planète. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, étant donné que la liste a été acceptée de part et d'autre, est-ce qu'il serait concevable aujourd'hui, par exemple, de voir le nom de Barghouti supprimé ou non accepté, sa libération non acceptée? Ben, écoutez, si cela a été accepté dans un premier temps et que nous ne voyons pas sa libération, c'est un manque de crédibilité totale de la part de l'entité sioniste quant à la sincérité de ce cessez-le-feu et la sincérité de cet accord d'échange de prisonniers, puisque quand même, il en va de la crédibilité des acteurs internationaux quand même, puisqu'il y a le président américain qui a mis tout son poids dans la balance. Il y a les Nations Unies, il y a l'Union européenne, il y a un certain nombre d'acteurs internationaux. C'est leur crédibilité qui est mise en jeu. Si jamais il n'est pas libéré, alors que les échanges de prisonniers, la liste des échanges de prisonniers a été actée et acceptée par les deux parties, s'il n'est pas libéré, cela envoie un signal très fort que l'entité sioniste ne respecte pas ses engagements avant que le cessez-le-feu soit signé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le signal qui sera envoyé sera un signal totalement négatif. Et je dirais qu'il faut tout de même, si je peux revenir sur cet accord de cessez-le-feu, il faudra surveiller de très près le respect de cet accord de cessez-le-feu. Puisque si on se remémore bien les différents épisodes, je vous rappelle tout de même que les différentes agressions israéliennes, que ce soit sur la bande de Gaza, que ce soit envers l'Iran, etc., c'est toujours intervenu à quelques jours avant un jugement de Netanyahou au niveau des juridictions israéliennes. Et donc, il a toujours trouvé une parade qui est l'agression envers d'autres pays ou l'agression envers les Palestiniens pour échapper à la justice de son propre pays. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra surveiller ça de très près, puisque je ne mettrai pas, moi, une crédibilité à 100% sur ce personnage-là qui est un criminel de guerre. Très bien, justement. Alors, Monsieur Yefri Benzalga, on va revenir sur cette histoire de crédibilité de cette partie israélienne. Alors, tout à l'heure, je parlais avec Monsieur Christophe Oberlin de cessez-le-feu permanent, parce que c'est ce qu'on aurait peut-être souhaité, car ce provisoire, c'est un peu flou, laisse peser la menace d'un retour aux hostilités à n'importe quel moment. C'est-à-dire que ça peut rester vraiment imprévisible. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, garantit que ce cessez-le-feu sera respecté tel que les négociateurs ont convenu entre eux? Qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aura pas de retour aux hostilités une fois que cet échange sera fait et de manière complète? Qu'est-ce qui garantit que Netanyahou tiendra tout simplement sa parole et surtout ses engagements vis-à-vis de ce plan de Trump, même si par la suite on verra quelle est la réaction de Trump sur ce plan? De toute façon, je pense que la communauté internationale n'a pas d'autre choix que d'obliger Netanyahou à respecter ce cessez-le-feu, puisque, comme je viens de le dire, c'est la crédibilité de la communauté internationale, des acteurs internationaux d'imposer la paix qui sera mise en jeu. Là, je pense que pour que ce cessez-le-feu puisse réussir et pour que ce cessez-le-feu soit permanent, il faudra que les puissances internationales enlèvent ce chèque en blanc, ce chèque de commettre des crimes. Parce que jusqu'à présent, Netanyahou avait quand même un chèque en blanc pour pouvoir commettre ses crimes sur la bande de Gaza comme il le voulait. Le droit international a été bafoué, a été violé. Le droit international a été violé collectivement. Ça a été un viol collectif du droit international. Et donc, par conséquent, et on le voit
de plus en plus que la cause palestinienne gagne en soutien international et notamment de la société civile internationale. Et donc cette société civile, par conséquent, interpelle ces politiques nationaux. Et donc, il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre choix que d'imposer ce cessez-le-feu permanent. Et par conséquent, c'est, comme je le disais, la crédibilité certes internationale, mais c'est aussi de manière humanitaire. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, puisque si nous continuons ainsi, ça ouvre une nouvelle page, c'est-à-dire une page je dirais, on signera un chèque à blanc à tout criminel qui voudrait guerroyer ou qui voudrait commettre des crimes, puisqu'il va nous dire, vous savez, l'État sioniste le fait bien, pourquoi pas moi. Donc, à un moment donné, la crédibilité internationale, le respect des droits de l'homme et le respect du droit international doit s'imposer. Et pour qu'il puisse s'imposer, il faudra que les États-Unis en tête puissent imposer à Netanyahou, puissent lui enlever à Netanyahou ce chèque en blanc qui est le chèque de commettre des crimes comme il le souhaite. Oui, justement, est-ce que vous ne pensez pas que, comme certains observateurs l'ont laissé penser ces derniers temps, que comme quoi le président américain Donald Trump aurait quelque part piégé Netanyahou ou l'aurait pris à son propre jeu lorsque, devant le fait accompli de ce plan de paix, il ne pouvait donc que s'y soumettre et que apparemment ça lui ouvre aussi, si vous voulez, une boîte de Pandore sur le plan interne. Est-ce que vous pensez que cette thèse vaut la peine d'être examinée? Tout à fait et totalement, je suis tout à fait d'accord, surtout que je suis convaincu dans mon propre intérieur et surtout en analysant un petit peu la situation que Netanyahou aurait préféré que le Hamas refuse ce plan de paix. Je suis convaincu de ça. Et donc le fait que les Palestiniens aient été très matures politiquement, très matures diplomatiquement et qu'ils ont accepté de négocier et surtout ils ont négocié avec une qualité remarquable, je pense que Netanyahou a été pris à son propre piège, puisque là, il n'a pas d'autre solution. Et si jamais il rend ce cessez-le-feu, si jamais il continue ses hostilités, si jamais, et là, il y aura un autre point important qu'on devra observer de près, c'est si les aides humanitaires, l'acheminement des aides humanitaires est respecté et si les aides humanitaires accèdent à la bande de Gaza. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que si Netanyahou ne respecte pas toutes ces obligations internationales et notamment de ces accords-là, je pense qu'à un moment donné, on aura bien compris et la communauté internationale comprendra que ce personnage-là, ce n'est pas l'intérêt général qui le préoccupe, ce n'est pas le respect des droits de l'homme, ce n'est pas le respect des accords internationaux qui le mène, mais c'est plutôt sa propre personne et son propre agenda politique. Mais je pense que au niveau du front intérieur qu'il a actuellement, les choses pourraient déraper très rapidement. Oui, alors c'est vrai que pour Yefri Benzalga, il y a aussi cet aspect, le fait que par exemple aujourd'hui cet accord doit être soumis aujourd'hui même, je crois qu'il l'a été, hein, il sera approuvé donc par ce fameux cabinet de l'entité sioniste et qu'il risque peut-être d'être désapprouvé. Alors ce cabinet ou cet organe de décision ministérielle qui est restreint va se tenir en amont donc de cette réunion de tous les membres du gouvernement pour qu'on puisse voter cet accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte ou pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de manœuvre? Est-ce que réellement ce fameux cabinet, qui d'ailleurs s'en est pris à Netanyahou, parce qu'il y a eu ce cessez-le-feu, où on a pu obtenir ce cessez-le-feu, est-ce que vous pensez qu'il a, si vous voulez, suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir bloquer cette décision? Il pourrait tout à fait bloquer cette proposition, puisqu'il faut le rappeler que ce cabinet est constitué à majorité, je pense que c'est à 90% de ministres d'extrême droite israélienne la plus radicale. Et la plus radicalisée. Exactement. Donc, est-ce que cette extrême droite israélienne radicale et radicalisée va-t-elle accepter cette proposition de cessez-le-feu? Telle est la question. Et je pense que le Premier ministre israélien est dans de mauvais draps, puisque d'un côté, il a la pression internationale, et il ne faut pas oublier la pression de la Cour pénale internationale où il est cité à comparaître. D'un autre côté, il a aussi
toute une partie de la population israélienne qui est en train de demander à ce que ce conflit cesse, puisque il y a des soldats qui désertent. La société civile israélienne n'est pas toujours d'accord ni en accord avec ses dirigeants. Et puis, d'un autre côté, il est tiraillé par cette extrême droite radicale et radicalisée qui ne souhaite qu'une chose, c'est une guerre généralisée, non seulement sur la bande de Gaza, en Cisjordanie, mais dans toute la région, rappelant quand même le projet du Grand Israël. Et donc, cette extrême droite radicale et radicalisée n'a d'autre visée que de généraliser la guerre aux pays voisins pour arriver à leur fin, c'est-à-dire le projet du Grand Israël. Donc, je pense que le Premier ministre israélien est tiraillé. Certes, c'est un criminel de guerre, ça reste un homme politique qui doit prendre des décisions. Et je pense que actuellement, là, aujourd'hui, on est à 19h et 19h20 minutes passées, heure de Paris. Je pense que le cabinet n'a pas encore statué sur l'accord ou pas l'accord. Et c'est là où, je dirais, je salue quand même la clairvoyance des Palestiniens, puisque ils ont renvoyé l'administration israélienne face à ses propres contradictions, puisque les Palestiniens sont dans une logique de paix, sont dans une logique de cessez-le-feu, et c'est là où on voit le véritable visage de Tsahel et de l'administration de Netanyahou, qui ne veut qu'une chose, c'est poursuivre la guerre, poursuivre ce génocide qui ne peut plus aujourd'hui... ça n'a pas de nom, je veux dire, ce génocide aujourd'hui, la communauté internationale a ouvert les yeux dessus. On ne peut plus mentir indéfiniment et à la population israélienne et à la population du monde. Très bien, Monsieur Yefri Benzalga, nous vous remercions pour cette analyse et d'être avec nous pour ce si vous voulez, première partie de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous libérons bien entendu pour pouvoir également recevoir d'autres analystes de la question. Merci beaucoup. On se retrouvera donc dans un petit instant. Restez avec nous, mesdames et messieurs, juste après cette courte page de pub.